À titre exceptionnel, nous ouvrons aujourd'hui les portes de notre réunion éditoriale. Alors suivez les échanges de nos experts en direct alors qu'ils analysent la valorisation actuelle des marchés actions, les opportunités à saisir, mais aussi les risques à surveiller de près. Pression persistante sur les marchés obligataires, nouvelles tensions commerciales, indicateurs macroéconomiques sous surveillance, plongez dans nos discussions internes pour mieux comprendre les grands enjeux du moment. Bonjour messieurs, pas mal d'actu en ce moment. On va commencer avec Philippe. Philippe, qu'est-ce que tu surveilles là pour les semaines et mois à venir? Alors, je surveille le niveau des dettes, les marchés obligataires et le corollaire, c'est-à-dire si ça commence à partir en vrille sur l'obligataire, je regarde l'or et l'argent. Alors ma petite partie, j'avais un petit peu envie de l'intituler après le plus puissant rebond en V de l'histoire des marchés. En tout cas pour l'Europe, c'est une certitude et pour le Nasdaq, on est sur les plus gros gains jamais observés sur 6 semaines. Donc voilà, ça reste complètement historique. Donc j'avais envie d'intituler ça Fausse alerte, tout était vrai. C'est-à-dire que les marchés ont plongé pour des raisons objectives, l'instauration de tarifs. Alors, je tiens à préciser que si on ne va pas à 145, 250, 685%, il n'en reste pas moins que les tarifs qui s'appliquent à la Chine sont encore aujourd'hui entre 30 et 50%, qu'on est sur du 25% sur l'acier, donc ça c'est tout récent, ça date de vendredi dernier. On est sur des embargos, alors d'abord sur les puces et désormais sur les entreprises qui font le design des puces, hein, Synopsys, Cadence Design, embargo donc à destination de la Chine et puis pas Pékin, applique symétriquement, alors pas un embargo sur les terres rares, mais bon j'ai l'impression ils oublient de les livrer ou ils ont des problèmes d'expédition. Et il pourrait très très bien s'amuser aussi à oublier de nous envoyer quelques pièces électroniques pour l'automobile, ce qui nous paralyserait. Voilà. Donc les Chinois, manifestement, n'ont pas envie de jouer le jeu et Trump a un petit peu envie d'en remettre une couche. En tout cas, il était très très vexé lors d'une interview qu'on lui dit que chaque fois que le marché couinait, bah, lui il se couchait. Donc là, il a l'air de vouloir reprendre un petit peu les choses en main. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est quand même, donc, si les droits de douane ne sont pas portés à 50% contre l'Europe et 150 contre la Chine, on va quand même se retrouver au minimum avec des droits de douane quadruplés. Hmm. Puisque globalement, les droits de douane appliqués par les États-Unis, c'était 2,5% avant le 2 avril. Donc maintenant, quand on est vraiment très très copains, on est comme de 10%. Donc déjà, 4 fois. Si on n'est pas très copains, manifestement, on se dirige vers du 25%. Hein, 20-25, c'est vrai Canada-Mexique. Et en Europe, il va pas falloir qu'on fasse trop les malins parce que là aussi, je pense que Trump, il va nous en coller pour plus de 20%. D'après les calculs des économistes, si les choses se passent bien, si on retient les hypothèses optimistes post-9 juillet, où théoriquement on aura fini de discuter, on sera au bord de signer la feuille, d'après les experts, on va donc passer d'un taux d'imposition sur le reste du monde par les États-Unis, on va passer de 2,5 à 15, voire 17,5%. C'est l'hypothèse. Autrement dit, c'est une multiplication par 7 des droits de douane. Et les marchés, donc notamment la bourse de Francfort, Francfort qui est quand même un petit peu dans le collimateur des Américains pour les voitures, etc., pour les médicaments, la chimie, eh bien, on est en train de nous expliquer que finalement, avec des droits de douane de 10, 15, 20%, je ne sais pas, plus des restrictions du protectionnisme américain, donc avec des godasses alourdies de 10 ou 15 kilos de plomb, avec un sac à dos rempli de nouvelles réglementations limitantes, l'économie allemande va courir beaucoup plus vite qu'avant le début des droits de douane. Moi, j'adore ça.
Alors, quand je vous parlais de mon titre fausse alerte, tout était vrai, donc sur les droits de douane, c'était vrai. Les marchés de taux, alors donc ça s'appelle un crack, hein, ce qui s'est passé la semaine dernière au Japon. Hein, 50 points de hausse sur du 30 ans, du 40 ans, oui, du 30 ans, du 40 ans en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Les plus grandes pertes de l'histoire du marché obligataire japonais depuis 1989, ça s'appelle un crack. Résultat des courses, il se passe rien. Et là, on nous explique évidemment, bah ouais, mais la Banque centrale du Japon, pour éviter la contamination aux indices boursiers, ils ont soutenu la bourse de Tokyo. Voilà. Donc, on est en train de nous expliquer que c'est le marché complètement administré à la soviétique et que si la BOJ n'avait pas fait ça, bah peut-être qu'on rigolerait pas, parce que si Tokyo avait dû perdre ce qui devrait être perdu dans un contexte de krach boursier, c'est-à-dire de krach obligataire, pardon, perdre de 10-15% sur les actions, c'est pas cher payé. Hein, quand on voit l'écart qu'il y a sur l'obligataire depuis le début de l'année, si ça reperdait 10%, ça tiendrait presque du miracle. Bon, eh ben non, la Banque centrale du Japon a décidé que Tokyo ne perdra rien. Donc, en fait, voilà ce que sont les marchés. Si vous n'avez pas des banques centrales toutes puissantes et qui décident de façon totalement euh, elles sont solitaires, elles ne confrontent pas les désirs du marché, elles décident que les cours seront ceux-là. Donc en fait, on aboutit carrément à ce qu'on appelle l'abolition de la notion de marché. Aux États-Unis, des émissions obligataires qui se passent mal, comme le 20 ans, pareil, ça aurait dû inquiéter, ça n'inquiète pas. 9 000 milliards de levée de fonds cette année, ils en sont maintenant à un peu plus de 5 000 milliards. Et on voit que la stratégie, comme ils n'arrivent plus à passer des émissions du 15, 20, 30 ans, aux États-Unis, ils ont décidé d'émettre du court terme. Alors c'est très bien parce que comme ça, le papier se place, sauf que au lieu de refinancer les États-Unis dans 5 ans, 10 ans, ils vont repasser devant les marchés dans 2 ans. Ah, c'est ce qui place comme maturité du, Ben, ils enfin, placent, oui, oui, ils placent du court puisque manifestement on veut plus du long. Le Japon n'en veut plus du tout. Donc on raccourcit les maturités, raccourcit la duration. Bah, c'est très bien, parce que là, ça passe, mais le problème, il va ressurgir, non pas dans 5 ans, mais il va ressurgir dans 2 ans. Et dans 2 ans, il y aura encore 7 000 milliards à financer. Enfin, euh, on est devant une situation de dette qui devrait absolument inquiéter tout le monde. Et la réaction des marchés, c'est, ben, comme l'obligataire a vraiment une sale tête, ah bah, moi, je vais acheter des actions. Alors, pourquoi on a des gens qui tiennent ce genre de raisonnement? Pourquoi plus on a de nuages à l'horizon, plus vous avez des gens qui payent? Et bien parce que ceux qui font la tendance aujourd'hui, c'est les communautés Robinhood, Reddit. Il y a beaucoup de copy trading. On copie les meilleurs profils. Les particuliers donc font de la bourse comme ils faisaient du pari en ligne avant que tout le monde soit confiné pour le Covid. Les gens sont passés du pari sportif au pari boursier. C'est devenu un casino. Et aujourd'hui, bah, ce sont les particuliers qui, quelque part, suivent les leaders et on leur dit, bah, il faut payer les creux. Donc, ils ont payé le creux le 9 avril. Donc, des tarifs, je disais, qui vont être au minimum quintuplés, voire sextuplés. Ça va bien se passer. Des marchés obligataires au bord ou qui sont déjà en train de faire un crack comme au Japon. Des signaux de ralentissement aux États-Unis. Pas de croissance en Europe. Des bénéfices révisés à la baisse. On l'a vu avec les résultats du premier trimestre. Donc, c'est révisé à la baisse pour le deuxième semestre 2025. Donc, on n'a que des vents contraires et vous avez des gens qui usent de leur influence et nous expliquent que mais il faut payer tous les creux. Hein, et comme je le disais, même si fausse alerte, tout était vrai, eh ben, le marché, il va monter parce que toute la communauté va se mettre à payer. Mais c'est des gens qui ont, à mon avis, autant de conscience et de compétences
dans la finance qu'un labrador de 6 semaines. Question, pour les semaines à venir, j'imagine que tu es prudent sur les marchés, t'achètes pas grand-chose, mais qu'est-ce que tu achèterais comme thématique? Bah, quelque chose qui va pas disparaître d'un coup de baguette magique, c'est le climat d'extrême tension sur les marchés obligataires. Donc la Banque centrale du Japon, à mon avis, va pas laisser le krach se perpétuer. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va certainement imprimer. Voilà, donc on va relancer la planche à billets au Japon, mais aux États-Unis, on y court tout droit aussi. Donc si vous continuez ou si vous reprenez l'impression monétaire, et c'est d'ailleurs un petit peu le coup de baguette magique qu'attendent aujourd'hui les acheteurs, hein, ceux qui sont boules, toujours boules, archi-boules, et qui payent depuis le 9 avril dernier, euh, je les rejoins sur le fait que la situation est tellement explosive au Japon et aux États-Unis sur le plan obligataire qu'il n'y a pas trop le choix. Les banques centrales, elles vont devoir imprimer. Donc voilà, si elles impriment, bah c'est bon, voilà, ça fera de nouveau du carburant pour les actions. Hein, je vous explique pas comment l'argent qu'on imprime en deux, trois opérations entre institutionnels, les T-bonds qu'on vient de créer, toutes pièces deviennent du collatéral pour faire des opérations à effet de levier, des opérations à risque. Donc plus on imprime de dettes, plus ça fait de quelque part de munitions, de garanties pour jouer sur les marchés. Donc, si jamais cette hypothèse est la bonne, et en tout cas c'est celle à laquelle s'accrochent ceux qui sont permabules, hein, depuis le 9 avril dernier, eh ben, à mon avis, on va avoir un démarrage de l'or et de l'argent. Hein. L'argent qui est très en retard sur l'or cette année. On se l'est déjà dit entre nous, mais on vit depuis 15 jours, 3 semaines, le troisième ou quatrième épisode où le ratio or-argent est supérieur à 100. Donc voilà, c'est sur 150 ans d'histoire, on est à la quatrième occurrence. Jusqu'à présent, ça s'est toujours corrigé en faveur de l'argent. Donc on a tendance à penser que dès qu'on entendra rugir la planche à billets, les achats d'or repartiront de plus belle. Alors là, ils n'ont pas cessé parce que j'ai vu les dernières stats d'achat des banques centrales, c'est 180 tonnes au mois de mai, donc ça a encore accéléré. Mais les particuliers s'y sont pas encore mis. Les particuliers, ils sont aujourd'hui sur Nvidia, sur Palantir, et pour l'instant, tant que vous avez ces fusées, vous n'avez pas de gens qui vont encore vraiment sur les minières. Alors je vais en terminer d'ailleurs avec Palantir parce que ça me paraît tellement emblématique de ce qui se passe. Palantir, donc, vient de reprendre 70% là en 6 semaines. Sa capitalisation, c'est 100 fois son chiffre d'affaires. 321 milliards de capitalisation, 3 milliards 100 de chiffre d'affaires. 5 clients, hein, CIA, NSA, Mossad. J'ai entendu parler aussi de la DGSE. Voilà, donc c'est une superbe boîte qui a plein de clients. C'est merveilleux. Qui paye donc 100 fois son chiffre d'affaires et qui aujourd'hui offre un ratio tout à fait alléchant PER de 500. Alors selon les modes de calcul, ça serait entre 480 et 520. Et donc ça, plus c'est cher, plus les communautés Reddit et Robinhood se jettent dessus. Voilà. Hmm. Et bah évidemment, quand on se jette sur ce genre de dossier, on va pas acheter des trucs risk-off comme de l'or, de l'argent et bien sûr les minières qui vont avec. Et j'en ai terminé. Ouais, donc c'est vrai que bah, Arthur, lui, l'a vendu Palantir, hein. Il était optimiste sur le dossier, mais après un fois 10 enfin, il nous a dit encore lors de la dernière réunion édito que c'était trop cher. Donc, ouais, on Ouais, évite, quoi. bah, enfin, c'est comme tout. C'est-à-dire que une boîte, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ce que font trop de gens. C'est-à-dire, on calcule un PE, on calcule un multiple de chiffre d'affaires, etc. Je peux pas, enfin, les boîtes sont pas tous à leur même stade de maturité et s'analysent pas toutes pareil. Et voilà, même dans enfin, l'exemple typique, c'est une biotech. Une biotech, t'as pas de chiffre d'affaires, tu valorises que Hmm. de la R&D, tu vois. Bon. Une activité de logiciel, c'est pareil, et dans beaucoup d'activités, c'est pareil. On a beaucoup de mal à le faire en France, hein. C'est une partie de la raison qui explique la pauvreté du marché français, hein. C'est cette incapacité à valoriser des boîtes qui vont perdre de l'argent un certain temps et à leur apporter du capital le temps qu'elles grossissent assez. Et ça, tu l'as plus sur le marché allemand, hein.
On critique souvent les Allemands, le marché allemand a plein de défauts, mais tu as ce capital risque des fonds qui a été assez puissant et qui permet à des sociétés d'exister, hein. C'est-à-dire en e-commerce, Zalando, c'est un des plus grands européens, ça existe, c'est en Allemagne. Pareil, dans les médicaments par ordonnance en ligne, tu vas avoir un acteur comme Redcare et on pourrait dupliquer la chose, alors que chez nous, hein, ces discounts Knova, ça a fini même pas à 10 centimes et c'était coté aux Pays-Bas, donc c'était même pas coté en France. Voilà, et tout ce qu'on a coté, les showrooms privés, les choses comme ça n'existe pas, quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention. Après, oui, sur Palantir, l'histoire, c'est que quand moi j'ai acheté, ça faisait 40% de croissance par an. Maintenant, ça fait 20%. Alors, il n'y a pas 5 clients, comme dit Philippe, c'est une exagération. Il y a des centaines de clients. Après, il est vrai que les clients publics sont quand même importants. Il est vrai que la techno est exceptionnelle. C'est-à-dire, personne n'est capable de faire la même chose. Voilà. Moi, je pense que si les Français avaient voulu faire pareil, la seule chose qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est quand Atos était en difficulté, c'est merge, donc fusionner la partie, alors pour les connaisseurs, je vais vous expliquer rapidement, la partie qui s'appelle Artemis chez Atos, d'accord? Donc c'est une sous-partie d'Evidian qui fait des calculateurs complexes, des choses comme ça, que l'État vient de racheter d'ailleurs, mais juste les calculateurs complexes. Et ils avaient un logiciel qui était assez proche de celui de Palantir, mais vraiment en amont. Et en fait, il aurait fallu extraire toute cette brique de sécurité, etc., d'Atos, et l'incorporer dans une société hautement capitalisée, comme on a à travers Mistral AI, sachant qu'en plus, le travail entre le big data, ce qui est la notion de base que fait excessivement bien, et les API Palantir, et l'intelligence artificielle, c'est des métiers qui sont connexes et qui se nourrissent les uns les autres. Donc voilà. Bon, après, Mais l'État ouais, français n'a pas fait ça. Voilà. Mais la Valo, elle devient effectivement. C'est une Valo des années 2000. C'est ouais, mais bon, oui, mais bon, de toute manière, toi, tu l'as vendu. Quelqu'un qui achète aujourd'hui Palantir, il fera pas x10. Voilà. ah non, à horizon 5 ou Voilà, 10 voilà. ans, voilà. Donc, ouais, on C'est commencera à alphabet si s'y, tu fais x10, quoi. ouais, on commencera à s'y intéresser, effectivement, si ça corrige bien. Philippe, donc, pour résumer, en ce moment, tu n'achètes pas grand-chose et tu te focuses sur l'or et l'argent et les minières. Donc, on Ouais, peut mettre l'accent dessus. plus quelques boîtes qui vont bénéficier du dernier décret signé par Trump sur ce que j'appellerais les mini-réacteurs, en tout cas capables d'alimenter un data center. Donc D'accord. la technologie, elle est connue et maîtrisée, hein. C'est celle des mini-réacteurs qui équipent les sous-marins atomiques, les porte-avions atomiques en Russie, les brise-glaces. Et c'est évidemment, il faut pas 12 ans pour les construire comme un EPR, ça va plus vite, mais on n'est quand même pas sur des horizons de temps. C'est pas demain, hein. Ils vont pas Ouais. amener le réacteur sur un camion, le poser à côté du data center et ça va faire du courant dès Noël prochain. C'est pas avant 4 5 ans. Et d'ici là, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a pour alimenter les data centers. C'est pas des solutions quand même pour tout de suite, mais n'empêche, ces boîtes-là me paraissaient intéressantes. Mais bon, bah là, depuis le 9 avril, il y en a qui ont doublé à nouveau. Hmm. Voilà, comme je disais, hein, c'est des communautés hein, qui interviennent massivement. On avait une expression hein, dans les années 90, quand on était encore en bourse, ça bourrine à mort, hein. C'est ce qu'on appelle les esprits animaux. C'est des gens qui travaillent un petit peu en meute. Euh, à partir d'un certain moment, les valorisations, ça ne dit plus rien à personne. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout complètement, comme je le disais. C'est le niveau de compétence et de réflexion d'un labrador de 6 semaines. Donc, voilà dans quel marché on est en ce moment. Donc, sur repli, moi, je surveille effectivement toutes ces petites boîtes qui peuvent fournir de l'énergie. Ok. Euh, Étienne, il en a quelques-unes en portefeuille, je pense. voilà. Euh, peut-être, mais je dis bien peut-être qu'il faut s'intéresser à un Eramet pour la France, un BHP Billiton, qui est le conglomérat minier aujourd'hui le plus bon marché de la planète, qui se paye même pas 2 fois et demi son chiffre d'affaires. Et là, quand je vois que les Chinois rationnent les terres rares, et c'est pas, il n'y a pas que les Américains d'ailleurs hein, qui se trouvent
Mais il arrive quand le conteneur de terres rares? Là, on l'a pas reçu. Les Allemands non plus, hein. Il y a l'industrie allemande qui a envoyé là aussi un petit message d'alerte à Merz en disant là, on n'a plus de quoi faire les, les, les pièces pour les frais, enfin les antipatinages, les ABS, Ouais. etc. On a besoin de ces aimants permanents, etc. Et là, bientôt, on ne pourra plus équiper les voitures. Ouais. Voilà un petit peu où on en est. Donc, quel est le conglomérat qui a la capacité éventuellement de développer une activité terre rare, parce qu'elle en extrait déjà, ben, c'est BHP Billiton. Voilà. Tu penses pas que le marché ne croit plus aux annonces de Trump? C'est-à-dire les 50% de barrières douanières, j'ai vu, bon, ça, on a vu que ça a un peu corrigé sur les marchés. Ensuite, ça s'est repris. C'est-à-dire que peut-être que le marché ne prend plus au sérieux ces annonces et se dit que de toute manière, il y aura toujours une solution, une négociation. Ah non, mais je dis, le marché, il faut voir qui c'est le marché. Il faut voir la tête du marché. Ça porte des tongs et un Bermuda à fleurs. Si vous lui dites, mais si les taux d'intérêt, c'est quand même important, à un moment, la dette, faut quand même la refinancer. Rien à foutre. Momentum, momentum, momentum. Tu peux lui dire ce que tu veux, que les droits de douane vont être quintuplés et que le monde, évidemment, va peut-être, ça va être moins fluide, le commerce international. Rien n'affiche, mais rien n'affiche. Tous tes trucs, là, tu m'embrouilles la tête, je veux pas le savoir. Ok, Moi, j'achète d'une Nvidia, j'achète d'une Palantir, moi, je joue l'avenir et me parle pas des droits de douane, on s'en tape. De toute façon, Trump, il va encore changer son fusil d'épaule, tout va bien aller. Mais on est face à des gens avec lesquels il n'y a aucun raisonnement qui tient, hein. D'ailleurs, hmm, la valorisation du marché reflète cette mentalité de gens qui ne savent rien mais qui par contre savent bien payer. Mais je rappelle quand même que dans l'histoire, depuis 150 ans, les corrections boursières majeures sont toujours arrivées au moment où c'était les particuliers qui payaient. Ce sont toujours les derniers acheteurs. J'ai l'impression qu'ils sont fidèles au rendez-vous. ok. Bon, on va essayer d'éviter les stars de la cote alors. Merci Philippe. Étienne, tu veux embrayer? Comme on Oui, parlait un bah, petit peu d'énergie, et c'est ta thématique de prédilection, mais peut-être que tu vas pas nous parler d'énergie, hein. mais je vais vite retomber sur ce qu'a dit Philippe, hein, Ouais, parce qu'en fait, bah, je voulais vous parler aussi de ça. L'émission ratée, il faut appeler ça comme ça, de Banque du Trésor aux US, qui a fait un petit peu parler à Wall Street, mais pas beaucoup en Europe. Donc ça, Philippe en a parlé. C'est une émission obligataire où en fait le taux demandé par le marché à la suite de l'enchère a dépassé les 5%, donc c'était pas attendu. Ça s'est un peu calmé depuis. Là, aujourd'hui, le 10 ans US, il est à 4,5%. Le 5 ans, il est à 4%. Maintenant, jusqu'à quand ça vaut le coup d'acheter des actions américaines qui servent un rendement de 1 et quelques pourcents quand on peut avoir du 4-5% sur la dette d'État? C'est ça la question. Comme dit Philippe, tout le monde se fout aujourd'hui du prix de la dette, alors que dans la théorie économique, c'est quand même censé être le niveau zéro de rémunération. Et on est censé vouloir toujours un peu plus que ça quand on investit. Parce que sinon, ça sert à rien de s'embêter avec des acteurs privés qui n'ont pas la planche à billets. Autant investir dans l'État. Au Japon, pour compléter ce qu'il a dit, le 20 ans, il est revenu à ses niveaux de 2000. Ça, il a pris 15 points de base là en une séance. Le 30 ans, il est sur un record historique. Ça n'a jamais été aussi cher la dette japonaise. Il est quasiment à 3,7%. Donc, comme disait Philippe, c'est un krach obligataire au Japon. Alors ça, pour le coup, personne n'en a parlé. Ça n'a même pas fait bouger les indices, bon, pour les raisons que Philippe a données. Le problème, c'est que ça vient chez nous aussi. En France, alors en France, on connaît le problème de la dette. On a un nouveau clou dans le cercueil qui est arrivé la semaine dernière, c'est avec les chiffres de l'inflation. Alors l'inflation, vous savez, c'est bien pour la dette d'État parce que ça permet de rembourser sans rembourser. Comme on calcule l'endettement en fonction du PIB, quand le PIB monte avec l'inflation, tout le monde est content, on considère qu'on est moins endetté en relatif. Sauf que dans le budget 2025, qu'on va déjà avoir beaucoup de mal à tenir, tout le monde est d'accord, on avait prévu une inflation autour de 1,4%. Manque de bol, là, elle est à 0,7. On a une croissance qui va être au mieux de 0,7. Donc ça veut dire que ce manque d'inflation pour le budget du gouvernement français, il correspond à la croissance totale du pays. Si on veut combler ce manque d'inflation qu'on a par rapport aux prévisions de janvier, c'est pas si loin, on est qu'en juin, il faut doubler la croissance sur 2025. Est-ce que ça va arriver? Je laisse à chacun faire ses hypothèses, j'y crois pas une seconde. Donc, on a une croissance à 0,7, une inflation qui va être au mieux aller 0,71, et on a un budget en déficit primaire. Donc, c'est-à-dire qu'en plus de ça, on s'endette plus vite que l'augmentation de la dette. Donc, au Japon, aux US, je parle de la France parce que c'est notre pays, mais il y a plein de pays européens où c'est pareil, on est dans la hausse exponentielle de la dette.
C'est pas bon pour l'instant pour les boîtes privées. C'est ce qui nous intéresse aussi, hein, parce que nous, quand on investit en bourse, on pense bah, aux actions cotées, aux grosses caps, aux small caps, mais ça reste des valeurs privées. Parce que pour l'instant, c'est déflationniste. En fait, c'est la thèse qu'on avait développée pour ceux qui se souviennent en fin d'année dernière, là, qu'on allait avoir un petit passage déflationniste récessionnaire cette année, avant la reprise de l'inflation, avant la planche à billets. Et là, on voit qu'avec une inflation qui tombe à 1%, on est là-dedans. Et ça va être compliqué pour les boîtes, parce que quand vous pouvez plus augmenter vos prix que de 1% par an, eh ben, vous êtes obligé de faire des volumes. Et faire des volumes, il faut avoir des clients solvables en face. C'est là où ça va coincer. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Eh ben, on ferme les écoutilles, on essaie d'abattre un peu les voiles, on s'expose pas trop et on fait attention aux différents marchés parce que le marché Europe et le marché US sont en train d'être très différents avec des taux de banque centrale qui sont devenus très différents. Japon, pareil, ben bon, ça fait 20 ans que les taux sont bas et on commence à avoir cette dichotomie en fait entre le coût réel de la dette d'État qui rapporte à certains endroits, le rendement des actions qui est très bas aux US, qui est un peu meilleur en Europe. Et ça fait qu'on ne suit pas forcément les mêmes stratégies. Alors concrètement, moi, ce que je préconise là dans les prochaines semaines et prochains mois, mais il va falloir être extrêmement réactif, c'est on peut prendre de la dette en Amérique du Nord, et plus particulièrement aux US, parce que même le Canada, là, ça commence à être compliqué avec les baisses de taux de la Banque centrale. On peut prendre de la dette, ça sert à rien de prendre des actions, parce qu'il n'y a pas du tout le potentiel de croissance. En Europe, bah, il n'y a plus beaucoup d'opportunités, les marchés sont chers, ils ont bien rebondi. La dette coûte rien, les actions n'ont pas un rendement fou, et en plus, il n'y a pas le potentiel d'inflation. Donc ça va être compliqué de faire des bénéfices sains dans les 6 prochains mois. Et on peut éventuellement aller chercher des entreprises privées en Asie, là où il y a encore de l'inflation, là où il y a encore de la croissance économique. Mais malheureusement, la dette est chère là-bas. Pour nous, qui sommes français, qui empruntons en euros, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si on a des vieux crédits qui traînent, bah, plutôt que de les rembourser, on peut effectivement aller acheter des actions asiatiques. On a le potentiel de croissance de là-bas, on profite de l'inflation de là-bas et on paye notre argent 3 francs 6 sous parce que l'euro est pas cher aujourd'hui, hein, surtout avec la baisse des taux récente. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé au mois d'avril, ça fait quand même que 6 semaines, je pense qu'on est vraiment dans une position de cœur de la tempête, hein, on est dans l'œil du cyclone. Comme disait Philippe, là encore une fois, on se rejoint beaucoup aujourd'hui. Le crack d'avril était quand même pour de bonnes raisons. Alors le coup des droits de douane, c'est auto-infligé, hein. Trump, il a fait ça. Je ne sais pas si c'est un excellent stratège, si c'était un coup de sang ou c'est qu'il a fait n'importe quoi. Je suis pas dans sa tête, donc je préjuge pas des intentions. N'empêche que c'est une douleur auto-infligée. Ils n'avaient pas à passer leur droit de douane de 2,5% à 10, 20. Ils auraient pu faire 100. Mais l'effet réel que ça a eu, c'est que ça a détourné l'attention du problème de l'endettement américain, qui est toujours là, hein. Et il est toujours là, donc il n'y a pas de raison que les actions soient quand même à leur sommet historique, sachant qu'on va vers un krach obligataire majeur sur la dette américaine. Et pour rappeler à quel point les situations sont similaires, aujourd'hui, le stock de dette américain, il est à 3,2%. Donc, ça veut dire que les US payent sur leur dette actuelle, qui doivent rouler, 3,2% par an. Aujourd'hui, le 10 ans, il est à 4,5%. Donc, s'ils veulent se refinancer, et ça va arriver très vite, hein, parce que le coût d'émettre des maturités courtes, ils ont commencé en 2022. Donc, ils ont même émis jusqu'à des bills à 6 mois. Quand vous émettez de la dette à 6 mois, Hmm. vous suivez les taux de très près, hein. Donc, c'est en gros 50% de hausse du coût de la dette, toutes choses égales par ailleurs. Je ne parle même pas du déficit primaire qui est attendu à 6%, 7% aux US, hein, avec la nouvelle bill de Donald Trump, plus 50% sur le coût de la dette. En France, on n'en est pas loin. On a un stock de dette qui est plutôt de l'ordre de 2%. Et là, ce qui est prévu avec les refinancements qui vont arriver jusqu'en 2029, donc c'est même pas dans 5 ans, dans 4 ans, on va être entre 3 et 3,2%. Donc nous aussi, en France, on va se prendre plus 50% sur le coût de la dette. Ok. Faisons l'addition. On avait des centaines de milliards de dollars et d'euros à trouver. Bah, on va en avoir plus de centaines de milliards, voire des milliers de milliards à trouver. Et là, on parle à horizon 2029-2030. Donc là, comme dit Philippe, encore une fois, on se rejoint aussi là-dessus, hein. La seule solution, ça va être une planche à billets massive. Mais il va falloir être très fin dans le timing parce que tant qu'il n'y a pas cette planche à billets, les acteurs privés vont se retrouver étranglés. Et voilà, donc faire attention où on se place dans la chaîne de valeur entre prêteurs et actionnaires, selon les zones géographiques et l'horizon de temps surtout. Tu penses pas que les banques centrales attendront qu'il y ait un stress sur les marchés avant d'intervenir? C'est-à-dire des problèmes? Alors, ça dépend. Alors, aux US, là, ils sont en guerre ouverte avec la Banque centrale. Alors, ça tiendra jusqu'au mandat de Powell et encore, on verra combien de temps il restera droit dans ses bottes. En Europe, la Banque centrale, elle a déjà capitulé, hein. Là, elle baisse ses taux. On est quasiment au taux neutre et puis on va aller vers les taux réels négatifs. Donc, on va revenir à la situation de 2015 dans pas très longtemps. Au Japon, la Banque centrale a acheté le marché, comme disait Philippe. Mais pire que ça, le gouvernement, quand il y a eu ce krach obligataire la semaine dernière, il a dit que sa solution, c'était d'arrêter d'émettre de la dette.
Alors moi, je veux bien, mais c'est comme le ménage surendetté qui a sa carte Visa qui passe plus quand ils font ses courses à Carrefour et disent, ah bah, on va pas utiliser la carte, tant pis, on va faire un chèque à la place. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond, dire juste, j'arrête de dépenser sur ce mode de dépense, c'est complètement idiot et ça fait que masquer le problème. On peut dire que c'est une intervention, je sais pas, mais en tout cas, c'est une intervention idiote et ça règle pas du tout les choses. Donc, les interventions des banques centrales, de toute façon, la seule chose qu'elles peuvent faire, mais c'est le cas depuis 15 ans, hein, c'est inonder le marché de liquidité et créer de l'inflation. Ok, donc là, pour les semaines et les mois à venir, marché émergent, Alors, petit si on veut update. être investi en actions marché émergent, si on veut être investi de manière plutôt sécurisée, eh ben, on va chercher de l'obligataire en Amérique, mais on fait extrêmement attention aux maturités parce que on anticipe quand même un crack obligataire aussi là-bas. Mais Ce bon, serait quoi après, sur du 10 ans? hein, ah bah non, le 10 ans, on n'y touche pas, le 20 ans, on n'y touche 20 pas. ans? Non, non, moi, je préconise d'être à moins d'un an d'échéance. Ah ouais, L'avantage d'accord. en étant à moins d'un an d'échéance, c'est que si les taux s'emballent, c'est Ouais, ce qu'on attend, hein, eh ben, on va attendre 3 mois, 6 mois pour récupérer sa mise. Donc même ok. s'il y a une inflation à 4-5% par an, eh ben, on se mange 6 mois d'inflation, c'est pas grave. Le Ok. problème, c'est ceux qui ont investi à long terme. Là, le 20 ans américain, qui est censé être la référence de l'épargnant, et puis la référence de l'épargne des entreprises aussi, hein, il se prend moins 50% sur un an. Hmm. Donc, on épargne à long terme, on se dit, je vais être tranquille, j'ai mes taux verrouillés pour 20 ans, et on se retrouve à moins 50% sur son principal. Et ça, Lors c'est de un la, peu grave. lors de la précédente forte hausse des taux, il y a eu un bank run avec certaines banques américaines qui ont fait faillite. Et ça a emporté d'ailleurs le Crédit Suisse en Suisse. Est-ce que ce scénario pourrait se répéter à nouveau? Eh Parce que là, ben, ça se tend sur les marchés obligataires. Peut-être que les investisseurs vont vouloir récupérer leurs billes. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans le même scénario où des banques sont en difficulté parce que les investisseurs récupèrent leur investissement en obligations? de toute façon, tous les établissements, donc c'est quasiment toutes les banques qui ont prêté à long terme, n'ont toujours pas récupéré leurs pertes latentes depuis 2022. D'accord. Donc, si les épargnants vont récupérer leurs billes, comme tu dis, et qui juste récupérer l'argent qui croit être le leur, mais qui ne l'est plus, vu qu'il est à la Hmm. banque, toutes les banques sont finies. Mais ça, c'est vrai aux US, c'est vrai en Europe et c'est vrai en Asie aussi, hein, donc oui, on est toujours à la merci d'un krach bancaire. Je pense, là, c'est un peu de la prospective politique, mais je pense pas que les banques centrales laisseraient faire ça. On a des mécanismes quand même d'injection de liquidité qui sont bien rodés là depuis 10 ans. Ils sont prêts à tout, et voilà. Mais on avilit la monnaie si on fait ça, hein. Ça Ouais, fait ils juste. feront certainement ce qu'a fait la Fed dans un second temps. C'est-à-dire, en gros, je vous reprends vos obligations à la valeur nominale et, Exactement. euh, et ouais, en Et c'est ce qu'on fait collatéral, et je vous prête des depuis la crise de liquidités. l'euro. Hmm. Hmm. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. On l'a refait encore pendant le Covid. On dit, bon, bah, ok, vous vous embêtez pas, remboursez pas, vous rembourserez en monnaie de singe, et puis c'est la Banque centrale qui prend. Mais la Banque centrale, derrière, c'est tout le monde, c'est tous les acteurs de la zone monétaire, hein. Donc tout le monde paye. En ce moment, Alors, on a un euro qui est relativement fort, surtout par rapport au dollar. C'est une opportunité pour investir à l'étranger, pour vous, pour ceux qui sont sous-investis sur les marchés, que ce soit outre-Atlantique ou dans C'est une d'autres zones super géographiques. opportunité. C'est une super opportunité depuis quelques semaines parce que donc non seulement on a un euro qui est beaucoup remonté, mais en plus de ça, les taux d'intérêt de l'euro sont bas. Donc Ouais. on perd pas beaucoup en fait en dépensant ses euros plutôt qu'en remboursant ses prêts ou en prenant de la dette si on peut, par rapport aux gens qui sont dans ces zones économiques. Donc là, on a un avantage qui durera le temps qui durera. Euh, En réalité, la hausse de l'euro, c'est surtout un effondrement du dollar depuis avril, hein. Hmm. Parce qu'on voit que c'est pareil pour toutes les monnaies qui sont pégées, notamment le yuan chinois qui suit le dollar. Euh, bon, c'est surtout le problème du dollar là, qui il coule plus vite que nous, on va le dire comme ça. Ok. il y a une autre petite chose que je voulais souligner parce que pour l'instant, on va l'évoquer parce que c'est simplement, c'est pas une hypothèse, c'est une réalité, mais qui pour l'instant n'occupe pas les médias parce qu'il n'y a rien en surface. Je comparais ça à une sorte de sous-marin. S'il y a une torpille ou une mine marine qui l'a détruit, pour l'instant, on n'a pas encore d'huile qui remonte à la surface. Bien sûr, je vais vous parler du shadow banking, où les banques centrales là, n'ont aucun contrôle. Donc, c'est des hedge funds, etc., qui font des prêts à l'effet de levier. Alors, eux, ils prêtent pas à 3 ou 3,5 à des Air Liquide, des Schneider, hein, où ils prêtent à des petites boîtes sur 3 4 ans à 7-8%. Quand les taux étaient assez bas, maintenant qu'on est à 4,5, 5, c'est plutôt 8-9. Et là, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de faire faillite aux États-Unis. On en est déjà à 256 hein, sur les 5 premiers mois. Ça fait 50.
par mois quand même, c'est pas mal. Et je vous parle de grosses PME qui ont emprunté des dizaines, des centaines de millions de dollars et qui là, quand il faut se refinancer, ils y arrivaient encore à 6,5, ils y arrivaient encore à 7, et là maintenant à 8, à 9, ils peuvent plus. Et là, tout, tout le shadow banking est supporté par des entreprises qui elles-mêmes sont financées par les banques. C'est les banques qui apportent de la liquidité à un hedge fund un peu malin qui a trouvé un nouveau gisement d'emprunt très rémunérateur, etc. Ça passe jusqu'au jour où ça passe plus. Et là, il y a, d'après ce que j'ai pu lire, l'encours des prêts accordés aux entreprises au travers du shadow banking est supérieur à l'encours de prêts portés par les banques qui relèvent de la supervision de la Fed, de la BCE, de la BOJ, etc. Donc, le shadow banking, je ne sais pas si on a déjà un problème d'étanchéité ou si ça n'a pas déjà pété dans la chambre des torpilles, mais il y a un moment où ça risque de péter, comme le fameux 6 mars, où d'un seul coup, là, la banque californienne a annoncé qu'elle était quasiment en faillite, SVB, parce que tout le monde retirait ses billes. Là, quand il y a un ou deux hedge funds qui vont d'un seul coup dire à leurs banquiers, ben, on est désolé, mais là, on a été planté par deux grosses boîtes qui nous ont pas remboursé 60 et 120 millions de dollars. Ouais, Et là, faudra faire. ça peut comme on dit, faire un effet Alors, domino. Mais je vous parle de ça, et pour l'instant, je n'ai encore rien à la surface, sauf ces 250 boîtes qui ont fait faillite. Hmm. Mais c'est un tout petit peu d'huile à la surface, mais je ne sais pas encore s'il y a des hedge funds qui sont dans la mouise, et notamment pour ceux qui auraient fait Mumus au Japon. Ouais, t'as raison, c'est pas impossible qu'il y ait des cadavres dans les placards, sachant que enfin, l'activité shadow banking a explosé depuis la mise en place de toutes les réglementations, parce que les régulateurs n'ont pas accès à toute la data, c'est ça? ouais, En alors, fait, enfin, faut faire attention. on a sur-réglementé, je vais laisser la parole à Hmm. Arthur tout de suite. Voilà, on a sur-réglementé après 2008, donc on voulait plus que que les banques fassent de bêtises. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, faut fixer quelle est la taille des établissements qu'on va surveiller, d'où peuvent venir les problèmes. Donc on s'est dit, bah voilà, si ça fait plus de 2,5 milliards de dépôts, boum, c'est surveillé. Si c'est en dessous, ah bah là, fait ce qu'on Ok, veut, quoi. Et donc, le ok, shadow banking, ça a été de diviser des gros trucs qui pesaient des dizaines de milliards et on en a fait des petits et qui ont une liberté de mouvement totale et là, ne sont pas supervisés. En fait, c'est réduire sa taille, se démultiplier pour continuer de faire ce qu'on faisait avant avec encore plus de leviers ouais, et c'est un petit peu zéro comme surveillance. c'est un petit peu comme les PME qui limitent le nombre de salariés à 49 pour pas être Ouais, soumis à, voilà, un autre c'est Ouais, les cadre fameux effets de seuil, hein. réglementaire. Hmm. alors, Arthur, enfin, ouais, juste tu là-dessus, poursuis? attention sur le shadow banking, parce que c'est un secteur que je connais assez bien, parce que tout en fait, tout ce que vous voyez en néobanque et en institutions financières un peu nouvelle génération, souvent c'est du shadow banking. D'accord? Ça va dans cette grande classe. En gros, dans le shadow banking, vous avez trois classes, hein, ou quatre grandes classes d'assets. Vous allez avoir tout ce qui va être nouvelle génération, les Revolut, etc. Avant d'être régulés, tous ces acteurs de la finance un peu new gen, ben, ils sont dans le shadow banking. D'accord? Vous allez avoir des acteurs qui, en fait, sont des acteurs de placement et qui font exactement ce que dit Philippe. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens, ils vont prendre, par exemple, du crédit qui va être accordé à des PME, etc., américaines par des banques. Et en fait, la banque ne peut pas porter le risque sur son bilan. Donc, en fait, elle va amener ce risque-là à quelqu'un d'autre par des principes plus ou moins complexes. Alors, avant, sur le marché immobilier américain en 2008, la banque le faisait elle-même, puis elle packageait un produit et elle vendait ce produit packagé. C'était comment ça s'appelait? Les CLO. Là maintenant, la méthode est un petit peu différente, d'accord? Mais tu as ça. L'avantage là-dedans, c'est que quand même, tu as la banque qui screen un petit peu l'entreprise, et donc t'évites d'avoir des trucs trop extrêmes. Mais après, effectivement, tu vas te retrouver avec les deux dernières catégories qui sont les deux plus agressives. Et dans les deux dernières catégories, tu as ceux qui vont faire du crédit, entre guillemets, très, très agressif. Et cette catégorie-là, elle a beaucoup augmenté. Et tu la trouves surtout dans des pays complexes. Par exemple, tu vas le trouver en Chine, tu vas le trouver en Inde, tu vas trouver des entreprises qui sont à des taux de 25-30%. Tu trouves ça sur certains bilans, hein. On parle de... Voilà, hein. Au Brésil, tu vas trouver de la
style de néobanque, mais moi j'appelle plutôt ça des pirates de la finance, qui vont te faire du crédit auto à supérieur à 100% par an, hein. Donc c'est-à-dire tu payes 2 fois ta voiture, hein. Ouais. Voilà. Et la troisième, c'est des acteurs financiers plutôt classiques qui vont faire ce que Philippe a dit, c'est-à-dire en fait, ils vont jouer sur des zones, donc ils vont faire du carry trade, mais à effet XXXL dans un gros hedge fund, et donc ils vont emprunter en yens et ils vont aller prêter siennes aux États-Unis, etc. Tant que tes devises, elles bougent pas trop, ça va. Et ça, c'est vrai que c'est un domaine qui existait très très peu parce que les marchés du forex étaient difficilement accessibles facilement pour faire ces carry trades dans les années 80, 90 ou même 2000. Avec l'arrivée de la finance informatisée, ça s'est devenu beaucoup plus simple. Et effectivement, quand tu as une monnaie aussi majeure que la monnaie américaine qui décroche massivement comme elle a fait là, bah, tous ceux qui sont carry trade et qui étaient exposés à une monnaie X tournante, donc généralement sur ces monnaies-là, c'est simple, hein, t'en as pas 40, hein. T'as l'euro, t'as l'yen, t'as la monnaie anglaise, là j'ai perdu le nom, le pound, et t'as la monnaie américaine. Les autres, généralement, elles sont trop petites, donc c'est vraiment des acteurs beaucoup plus limités en termes de taille, etc. Mais c'est vrai que le changement de valorisation entre le dollar et les autres monnaies des grands États, mis de côté la monnaie indienne et la monnaie chinoise qui ont des particularités qui font que ce type de finance, c'est pas il y a d'autres problématiques dans ces pays-là, mais pas celle-là. Donc ça, c'est compliqué. Et ça, tu le sauras qu'à la fin. Le jour, comme il te le dit, le jour où tu verras l'huile remonter, ça sera déjà trop tard. Hmm. C'est comme en 2008. Les fonds les premiers fonds qu'on fait faillite sur l'immobilier, c'était des fonds du Moyen-Orient de BNP. Et entre le moment où ça fait faillite et le moment où c'est passé, il s'est passé quelque chose comme 12 mois. Ouais. Donc il faut Voilà. être vigilant et repérer les signaux faibles, quoi. Arthur, Hmm. qu'est-ce que tu anticipes là pour les semaines à venir? Toi qui es éternellement optimiste. Moi, je suis toujours dans le même principe et dans les mêmes idées. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on se tient tous par la babichette. C'est ce que j'explique toujours à mes clients. C'est-à-dire l'idée que quelqu'un va retourner la table et va être le grand gagnant. C'est-à-dire les BRICS, ils vont faire leur truc dans leur coin, ils vont être les grands gagnants, etc. Moi, j'ai un avantage, je vais dans le monde entier. Bon, moi, je vois pas très bien comment les BRICS vont être gagnants. Enfin, allez en Arabie Saoudite, si vous pensez que la France est communiste, vous n'avez pas vécu en Arabie Saoudite, 50% de fonctionnaires dans le pays, hein. Bon, avant qu'on les mette tous au travail, etc. Et quand vous dites que les fonctionnaires français territoriaux, etc., ils font rien, vous n'êtes pas allé dans une administration en Arabie Saoudite. C'est certain. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, à part quelques uluberlus qui peuvent peut-être se dire que s'ils retournent la table, il va se passer un truc en leur faveur, type les Iraniens, type le Nord-Coréen, mais dans lequel on est dans des extrêmes de situation, je pense que même les Chinois ont conscience que ils peuvent pas retourner la table et espérer devenir le nouveau les États-Unis à la place des États-Unis, d'être calife à la place du calife. On a besoin, on est tous tellement intégrés les autres les uns avec les autres que se dire que tu vas te défaire de ton intégration, etc., c'est une folie. Et même si dans le discours on le vend, dans les élites, ils sont tous conscients que ça ne se passera pas et que c'est pas possible. Et pire que ça, c'est pas souhaitable. Le seul pays qui a plus ou moins réussi à le faire récemment, c'est la Russie, contrainte et forcée, et ça gueule quand même. Et c'est un pays qui a beau être très grand, militarisé, etc. Au niveau économique, c'est un nain. Hein, voilà. Au niveau du PIB, etc., c'est un nain. Alors après, on peut dire il est important dans certaines matières premières, etc. Mais économiquement, ça reste un nain. Voilà. À l'échelle de la planète. Des gros pays comme l'Inde, comme les États-Unis, comme Ouais, les États-Unis, la après, il se passe Chine. pas mal, après, il se passe pas mal de choses. Faut être prêt à faire des arbitrages, hein. Moi, je me souviens, enfin, c'est il y a quelques temps, on avait reçu des mails, enfin, il y a quelques années, d'investisseurs de Gazprom. Voilà, tu avais des actions russes, c'était gelé. Et là, leurs Ah oui, actions, elles oui. sont toujours gelées. Ah oui, Donc, oui. voilà, faut tenir Ah non, aussi mais compte de ce qui se passe, hein. ah non, mais faut. Le but, c'est pas de pricer la fin du monde. Et enfin, voilà, il y aura toujours des opportunités d'investissement. Effectivement, il faut en tenir compte et arbitrer au besoin. Ah non, mais quand tu vas dans des pays plus folkloriques, il faut te dire que le droit ne sera pas en ta faveur à la fin. Voilà. Hmm. Donc quand tu vas en Russie, quand tu vas en Chine, quand tu vas en Inde, voilà, tu considères que si tu veux être sûr que tu auras ta pleine propriété des actions ad vitam aeternam, tu peux en être sûr peut-être en Europe et aux États-Unis et c'est tout quoi. Enfin, le reste du monde, ça descend. Donc, Après, moi, ma thèse, elle a toujours été la même, c'est-à-dire que
si tu veux, une fois que tu as compris que personne n'a intérêt à faire ça, on va s'entendre. Ça va être compliqué, mais on va s'entendre. Et l'entente, elle va aboutir qu'à une seule chose, c'est-à-dire l'harmonisation des impôts vers le haut, d'accord? Alors pas au niveau français, hein, parce que nous, on est les plus extrêmes des extrêmes, mais si tu veux, à terme, la guerre pour celui qui fait payer moins d'impôts, ce qui est en train de faire Trump un petit peu et essayer de gagner, baisser les impôts de certains. Donc, je pense que c'est un truc qui va s'arrêter parce que tous les États ont besoin de lever de la dette, etc. Et donc moi, c'est ce que je dis à mes clients, je pense que d'ici une vingtaine d'années, les paradis fiscaux sont morts et enterrés. Voilà. Ça se fera. Et de toute façon, les paradis fiscaux pourront rien faire parce que quand tu mettras trois porte-avions devant l'Émirat quelconque à Dubaï, bah, qu'est-ce qu'ils feront les Émiratis? Ils diront, OK, rentrez dans nos banques, voyez qui c'est qui a fraudé, etc. Ce qu'ont fait les Suisses. Hein. Quand on a Hmm. commencé à être dur avec les Suisses, ils se sont couchés. Hein. Donc, et c'est les Suisses qui ont un historique, etc. Donc dans ce Donc, contexte, il va se passer ça. Et il va se passer aussi, effectivement, une émission monétaire extrêmement forte parce que c'est le seul moyen d'amener une soutenabilité de ta dette et d'amener une croissance économique. Je pense pas qu'on aurait une inflation très très forte parce que tu as des forces déflationnistes qui sont quand même assez fortes comme l'innovation, etc. Je pense qu'on peut avoir une inflation qui va être entre 2 et 3, donc qui est forte vis-à-vis du cycle actuel économique. D'accord? Mais je doute qu'on fasse des scénarios d'hyperinflation de long terme comme on a eu dans les années 80, 90, etc. Parce que, bah, pour plein de raisons, déjà, tu peux mieux comparer que les prix que dans les années 90, etc., etc. Et même là où il y a un scénario un peu de réinflation avec les politiques de Trump, moi, on est en plein dans les Q1, hein, donc je fais entre 4 et 5 conf calls par jour de résultats américains, toutes les boîtes de consommation américaines, tu les entends toutes dire, c'est plus possible de faire du pricing power. hmm. Sinon, on perd trop en volume. Parce que le consommateur américain, il dit, c'est bien beau, le coca, il a pris 30%, etc. Mais si ça prend encore 30%, moi, je m'arrête, je consomme plus. Et tu arrives à un certain pic. Alors, tu as des entreprises qui sont pas Netflix, ils continuent à augmenter les prix, Spotify aussi. Mais il y a un moment, ça va être la limite parce que le consommateur va plus être à même de payer. Et tu l'as vu encore ce matin, c'était quelle société? Attends, je prends mes tablettes et je te dis ça. C'était Dollar General, donc c'est un petit magasin, enfin un petit magasin, c'est un magasin plutôt discount américain. Le CEO dit que la hausse des prix, c'est le dernier ressort de Dollar Discount, enfin de Dollar General pour gérer les tarifs de Trump. C'est-à-dire, ils feront tout pour ne pas arriver à une hausse des prix en magasin. Et tu l'as eu chez Home Depot, tu l'as eu chez d'autres, etc. Et ça, dans les années 2021-2020, on a pu faire une hausse des prix parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas fait de hausse de prix, parce qu'il y avait un vrai manque, parce que le consommateur, il était aussi euphorique. Donc, il était dans une situation aux États-Unis, il y avait plein Ouais. d'argent qui tombait du ciel, etc., Ouais, ils avaient etc. pas mal épargné, etc. Ils ont Voilà. différé leurs dépenses. Hmm. Là, c'est différent. Tu vois déjà, par exemple, en Allemagne, même si l'inflation, elle a baissé, etc., la consommation allemande, elle est catastrophique. Hmm. Catastrophique. Et en Europe, la même chose. Donc, pour moi, il faut faire il faut se dire que si on veut se dérisquer, d'accord, il faut acheter de l'or. Ça, c'est le dérisquage ultime. Or physique, hein. Pas d'ETF, pas de machin, etc. Ou de la minière, mais attention sur la minière, exclusivement de la minière qui a des mines d'or dans les pays occidentaux, c'est-à-dire Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe. On peut cibler peut-être Turquie, Inde, etc., mais c'est déjà plus risqué. Mais pas des minières qui ont des mines au Botswana ou au machin où n'importe quel dictateur peut passer et dire ce qui est à moi est à toi, etc. Parce que ça, en cas de vraie Hmm. problématique, voilà. Hein, on a vu au Mali, hein, aller demander aux entreprises françaises et à Hervé qui avait des mines dans ces Ouais. pays-là, ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça sur une partie de son patrimoine, pour moi, s'il y a de l'inflation, il faut faire des assets qui vont être capables de résister à l'inflation. Le mieux pour résister à l'inflation de long terme, c'est des assets qui vont internaliser l'inflation. Donc, c'est des bonnes sociétés. Voilà. Des bonnes actions, de bonnes sociétés. Prioritairement des sociétés qui ont une croissance un peu meilleure que le reste du marché, sans surpayer comme Palantir ou IMS qu'on avait un petit peu, etc.
et il faut aller voir des bonnes sociétés. Et des bonnes sociétés, il y en a hein, actuellement sur le marché. Enfin, tu prends de l'Alphabet. Alphabet, c'est 15 fois 2V sur EBIT. Alors oui, tout le monde dit, oui, mais OpenAI peut détruire Google, etc. Ouais, d'accord. Ok. Enfin, vous savez, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la tech à un assez bon niveau. Le nombre de fois où des mecs m'ont dit oui, il y a un gars qui va arriver avec un operating system qui va disrupter Microsoft. Bon, c'est toujours pas le cas quoi. Donc des opportunités, t'en as beaucoup. T'as du PayPal, voilà. En Europe, t'as du Téléperformance, t'as plein de boîtes comme ça. Avoir un peu de small parce que le moins cher actuellement c'est de la small, même si c'est risqué. Avoir un petit peu de crypto parce que si les banques centrales interviennent sur les marchés, l'endroit où tu auras un effet multiplicateur le plus grand, c'est-à-dire quand la masse monétaire augmente, l'asset en question monte le plus, c'est les cryptos. Dès que la masse monétaire augmente de la planète et on commence à revoir la masse monétaire augmenter, les cryptos ont tendance à exploser à la hausse de manière un peu parabolique. Donc c'est un peu aussi une manière de se protéger avec un asset qui est risqué, mais si on a une bonne pondération entre or et crypto-monnaie, c'est un bon moyen de se prémunir d'une hausse de la masse monétaire et d'une baisse de la valeur de la monnaie. C'est ce que tu fais en ce moment avec ton cash disponible. Enfin, tu te positionnes sur des small caps, stock picking, un peu d'or, un peu de crypto, c'est ça? Ouais, des sociétés. Nous, on fait beaucoup de software, on fait beaucoup de sociétés, soit des sociétés très décotées, t'en as beaucoup en industriel, voilà, t'en as vraiment beaucoup. Là, le problème, c'est que bah, c'est qui tout double, hein. S'il n'y a pas de décrochage économique, ces sociétés industrielles, elles vont faire des multiplicateurs, des fois 5, etc. S'il y a un décrochage économique comme en 2008, il y en a qui peuvent mourir, etc. Et c'est là où il faut être diversifié. Parce que Ok. si t'en as 5, 10, enfin plutôt d'ailleurs 10, on va dire plutôt 10, 15 dans ta poche. Ah, t'en as peut-être 3-4 qui vont mourir, mais t'as les autres qui vont survivre. Et à la fin, au global, ta poche, Hmm. elle va performer. Voilà. Ok. Donc Mais c'est on ça va, qu'il faut faire. on va s'intéresser à cette poche de ton portefeuille. Donc on va passer à Mathieu. Mathieu. Bienvenue, enchanté. Ouais, donc alors Mathieu, enfin tout ce qui est analyse technique, graphique, etc. Tu vois comment les indices? Euh, alors moi, je vais pas m'avancer dans le côté prévision à moyen long terme. Enfin Hmm. déjà, l'expérience récente m'a prouvé, enfin de ces derniers mois plutôt, m'a prouvé que ça servait pas à grand chose. Et plus le temps passe, plus je pense que ça gagne en crédibilité avec ce qu'on a vu avec Trump. Enfin, je sais pas, on en parle toutes les 48 heures quasiment avec Hmm. Philippe, les revirements du jour au lendemain. Enfin, le vendredi, enfin, c'était quoi? C'était début mai là, quand on a des marchés européens qui décrochent de 2-3%. Le dimanche, ils discutent avec la Commission européenne. Une semaine plus tard, il remet des droits sur l'acier qui sont à 50% là prévu demain. Enfin bon, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses très aléatoires. Alors déjà, moi par nature, c'est vrai que j'ai jamais fait. Bah, tu me connais un peu, j'ai jamais fait de choses à plusieurs années, quelquefois à plusieurs mois quand ça confirme. Mais là, je vais te dire que sur le court terme je navigue un petit peu à vue. Après, sur la situation actuelle des marchés, c'est vrai que j'étais pas à l'aise moi en début d'année avec Trump. On a plutôt pas mal géré la chose avec Philippe dans Agora Trading Lab. Après, au cas par cas, on en avait parlé dans nos dernières réunions. Il y avait des choses qui ont pu être achetées qui en small cap, enfin moi particulièrement dans ce que je fais dans la bourse au quotidien pro, il y avait quelques dossiers, voire pas mal de dossiers en avril avec la thématique des dividendes à suivre Hmm. qui étaient intéressantes de mon point de vue, type des Valourec ou des choses comme ça. Alors comme le disait Arthur là tout à l'heure, il y a encore je pense aussi quelques dossiers, mais c'est sûr que plus le CAC monte schématiquement et plus le temps passe en plus par rapport à la thématique des dividendes et moins ça devient attrayant parce que ici ou là enfin voilà il y a pas mal de choses qui ont déjà repris 10 à 15% dans le sillage du marché et les dividendes bah ça commence à être détaché et on est vraiment là dans le gros voire plutôt sur la fin donc je pense que les belles choses à faire c'était plutôt derrière. Après, du coup, en termes de prospective,
Bah, comme l'a dit Philippe, c'est vrai qu'il y a l'argent. Là, j'ai écrit, on est du coup mardi 3 juin à l'instant T. Là, j'ai écrit quelque chose sur l'argent. D'ailleurs, hier, enfin, on a pris des gains dans Agora Trading Lab, là, Ouais, justement, avec Philippe sur l'argent, sur un call qui était pas mal pris juste avant l'impulsion. Et si on a raison, ça devrait se poursuivre. En fait, ce que j'ai expliqué dans mes lives là dans Agora Trading Lab, c'est qu'il y a des situations notamment sur l'argent qui me font un peu penser à ce qu'on avait eu sur ouais, le début milieu du printemps 2024, où au début 2024 il y avait l'or qui avait vraiment accéléré en février-mars, et après l'argent avait comment dire surperformé un peu l'or sur dans une optique à 2-3 mois. Et j'ai un peu l'impression là qu'on a, enfin à l'instant T en juin, c'est un peu le même schéma entre l'or et l'argent, c'est-à-dire que l'or a pas mal surperformé en avril, notamment mars-avril, avec le contexte qu'on a connu autour de Trump et le côté refuge de l'or. Et je serais pas étonné, enfin on serait pas étonné. Je pense que Philippe, je vais pas te contredire, mais que la chose se répète un peu en 2025. Et si c'est le cas, en fait, je pense qu'on est. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec ouais, la situation du printemps 2024. Et à l'époque, en 2024, bah, l'argent c'est-à-dire que pour recontextualiser, on avait au début 2024 l'or qui était passé de 2000 à 2005 schématiquement en un mois et demi. Dans le même temps, l'argent avait un peu progressé, mais en passant de 23 à 25-26, et après il était passé de 25-26 à 34, c'est-à-dire plus rapidement dans la seconde partie que l'or. Et alors je sais pas si hier précisément le 2 juin, parce que hier l'argent a pris 5% et pas mal Ouais. de les minières qu'on a en portefeuille, particulièrement évidemment argentifères, ont vraiment pumpé. Enfin, c'est comme toujours quand ça y va. On a pas mal de no-lignes qui ont pris 10-12% rien que sur la séance d'hier. Et donc, si on se trompe pas, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu le même schéma que ce qu'on avait eu sur la fin du printemps 2024, avec des rattrapages qui pourraient suivre là sur l'été. C'est-à-dire que moi, à l'instant T, il y a encore, comme bah, dans la lignée ce que disait Arthur, il y a encore pour moi quelques small cap prioritairement. C'est-à-dire que moi, la plupart des trucs que j'ai achetés, enfin en PEA, on en avait déjà parlé, c'était des trucs, des small cap, mis des small cap pour une bonne partie pour la thématique dividende, et donc il y en a encore quelques-unes, mais plus le temps passe, moins il y en a. D'où mon nombre de lignes dans la bourse au quotidien pro qui se réduit ok. à mesure que qu'on encaisse. Enfin, typiquement là, enfin il y avait, ouais là je dis ça parce qu'il y avait Parrot notamment, on avait fait Parrot ou dans le côté défense, c'est une small cap qui a pris 20%. Enfin voilà, c'est des petits dossiers, mais il y a des petites choses comme ça ici ou là. Alors c'est des choses où le trade, je crois que je l'avais pris mardi ou mercredi dernier, et du coup je l'ai revendu hier, donc enfin voilà, ça va vite quoi. Mais donc il y a encore quand même des choses ici ou là à faire, mais voilà, peut-être de manière un brin plus prudente Stop que. serré. Ouais, voilà, c'est-à-dire que bah même là, à l'instant T, en gros, c'est vrai que ouais, l'idée c'est, à mon sens, de pas risquer de se faire embarquer avec enfin surtout vu les mouvements qu'on peut avoir, on l'a vu sur les séances de baisse. Enfin, c'est toujours le même principe, c'est que le marché baisse plus vite qu'il ne monte, et on regarde toutes les séances récentes de baisse, comme celle qu'on évoquait là il y a 15 jours où le CAC décrochait, le DAX décrochait de 3% sur l'annonce de Trump Ouais. vis-à-vis de l'Europe, avant de tempérer la chose. Mais bon, on sent bien que ça peut bouger vite, peut-être dans un sens comme dans l'autre, et donc voilà, et c'est vraiment le gros driver du moment, et j'ai envie de dire bien malin celui qui sait comment Trump va réagir. Donc après, ouais, par rapport à ça, je pense à ça tout à l'heure. Il y avait, je crois que c'était Philippe qui avait ou ouais, ça devait être Philippe, parce qu'il y avait, je sais plus, j'avais lu hier matin, il y avait, je crois, l'éditorialiste du Financial Times qui a sorti un acronyme pour qualifier le comportement de Trump, en disant qu'il bluffe toujours en amont et que ça finit toujours par se résorber, ou qu'il Hmm. finit toujours par mettre de l'eau dans son vin, sûrement avec ses conseillers et tout, comme ce Oui, qu'on a oui. vu bah, début C'est avril. c'est le fameux acronyme TACO. Ouais, voilà. Trump always chicken out. Ouais, donc voilà. Ouais. Donc Alors, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire à propos de l'argent, parce que si je devais commenter une seule valeur argentifère à l'instant où on se parle, l'argent bute une nouvelle fois sur 34,40 $. Je parle du cours cash. Et vraiment, il y a une argentifère
qui présente un cas de figure extraordinaire qui s'appelle un diamant. Je vous le montre à l'écran. J'espère que ça va être clair pour vous. Ça se passe comme ça dans les lives d'Agora Trading Lab. Voilà. Ça Donc, va pas être très vous clair. Ouais. voyez là un des plus beaux diamants qu'on pourrait montrer dans une école de chartisme. C'est quoi comme action? Je vois pas le nom. C'est Cache le nom parce Pan qu'on l'a American en Silver. portefeuille. Pan American Ah, Silver. Et là, si on sort au-dessus de 26, ça y est, c'est ok, la figure qui est validée. Et ok. généralement, le potentiel est égal à la hauteur totale de la figure. D'accord, c'est chouette parce que du coup, là, comme vous intégrez dans les prochains jours, on va envoyer, je pense, d'ici un peu plus d'une semaine, on va envoyer vos recommandations sur les nouvelles minières, dont pas mal de minières argent. Voilà, Mm. donc à voir après, Mathieu, Ouais. si vous voulez alléger ou surpondérer les minières argent par rapport aux minières plus or. Plus le temps passe et plus il y a des opérations, que ce soit des fusions, des rachats, des trucs comme ça. Et alors j'ai écrit pas mal de choses sur le sujet, mais je pense que ça aussi, ça va être une thématique qui est déjà tendance ces dernières années, enfin depuis Newcrest, Newmont, enfin sans remonter 10 ans en avant, mais juste sur les 3-4 dernières années, quand on regarde tous les deals, bah, il y en avait 2-3 en 2021-22, il y en avait 5-7 Ouais. il y a 2-3 ans, il y en a eu, enfin voilà. Et donc ouais, donc je pense que là aussi, enfin, en gros, c'est l'un des axes à mon avis à privilégier. Et après, juste pour terminer sur le côté marché, où pour le coup, moi, en fait, le gros signe noir un petit peu que je surveille et qui là aussi fait un peu sens avec ce que disait Philippe, c'est le par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'à mon avis, le gros risque, c'est en fait une perte de confiance durable du dollar, plus ou moins liée. Alors au début enfin, je sais pas forcément ce que j'avais en tête, mais comme quoi, en fait, ça sert à rien, à mon avis, de faire des plans sur la comète à 6 mois dans le contexte actuel. Mais c'est vrai qu'à mon sens, tout ce qui se passe avec Trump, les revirements, etc., enfin, je commence à penser enfin ici ou là quand on discute à droite à gauche avec Philippe, avec d'autres personnes ou autres, que ça décrédibilise plus qu'autre chose le billet vert et que dans la durée en fait ça peut avoir des effets bénéfiques, mais finalement peut-être pas si bénéfiques que ça sur le long terme. Et donc il y a notamment un des éléments là dont on discutait avec Philippe dernièrement et que j'ai évoqué hier, ouais hier ou avant-hier, non hier, avant-hier on était dimanche, le temps passe vite. Mais c'est le comportement du dollar par rapport à l'obligataire américain. C'est que là, ce qui se passe, c'est que historiquement, en fait, le dollar monte quand le rendement des obligations américaines monte. Et là, en fait, avec l'euro-dollar qui du coup est à 1,14, donc ça veut dire un billet vert qui baisse, alors que le 10 ans US est à 4,5. On aurait pu penser que le billet vert aurait été recherché, et là, c'est plus du tout le cas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est jamais arrivé, tout simplement. Et donc, à mon sens, ça, c'est assez cohérent avec une perte de confiance du billet vert, c'est-à-dire qu'on a moins d'acheteurs de dette, Japon, Chine, et dans le même temps, on a du coup un billet vert qui baisse, en plus avec la Fed qui va baisser ses taux. Alors, on ne sait pas si ce sera dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, Ça va pas aider, ouais. mais dans l'équation, je vois pas tellement comment il en serait autrement. Et donc, en fait, voilà, il y a quand même, à mon sens, enfin voilà, le gros risque pour moi dans les semaines et mois à venir, c'est vraiment sur le billet vert que ça se passe sur les Pour, marchés. euh, pour les altcoins, là, enfin, le rebond se fait quand même attendre. Donc, Ouais, une autre question? Non, euh, non, après, non, non, mais enfin, non, après, franchement, on a eu dans le rebond. Alors, franchement, bah depuis dans le rebond du Nasdaq, en fait, schématiquement, parce que c'est ultra corrélé, Nasdaq, Bitcoin et les altcoins. Bah, il y a quand même pas mal d'altcoins liés à l'IA ou des choses comme ça qu'on fait des 80-100% assez rapidement. Alors dans crypto trading, ouais, j'en ai recommandé quelques-uns. Il y en a certains, enfin il y en a peut-être pas autant que prévu, mais il y en a au moins un qui a fait un x2 et il y en a quand même pas mal, sans donner des noms, mais qu'on fait 50-60%. Là, ça hésite un peu plus. Mais après, ouais, là, c'est ce que disait Arthur. Je pense que là aussi, alors sans aller mettre 50% de son capital dessus et c'est marrant parce que du coup, là, en répondant, on a un client, bah, du coup, qui nous fait un update de ses portefeuilles,
très fréquemment et qui pour le coup a mis 50 000 francs suisses. Je l'avais cité dans un des articles, enfin juste Ouais. sur les altcoins. Et, euh, et donc voilà, et donc en fait il l'avait acheté juste avant bah du coup l'upgrade sur l'Ether et bien lui en a pris parce que dans les 48 heures il avait pris 20% sur ces 50 000, hein, voilà, donc c'était plutôt pas mal. Mais donc tout ça pour dire que oui, ça peut aller vite et je pense qu'il y a. Alors après, ce que j'aime bien, moi, c'est toujours timer, c'est-à-dire avoir une certaine cohérence dans l'idée quand je clique ou quand je recommande des choses. Et donc là, voilà, à l'instant T, là, je serais peut-être plus nuancé sur les marchés, c'est-à-dire que je suis pas, je sais pas, pour moi, enfin, je pense toujours que si, en fait, sur les marchés, ma grosse vision, c'est si on doit, le gros risque, c'est vraiment sur le billet vert, s'il doit y avoir un couac cette question-là, je pense qu'on ira plus bas que les niveaux de début avril. Mais s'il n'y a pas ce signe noir un petit peu, je pense plutôt que le creux, il a été fait. Mais maintenant, ça veut pas dire qu'on va pas avoir des -5, -7 en une semaine ou des choses comme ça, comme ce qu'on a pu expérimenter. D'où Et la donc voilà, stratégie du stop serré. voilà, ouais, c'est un peu l'idée, Si on effectivement. perd pas beaucoup. Si on gagne, on laisse courir. D'accord. Et ben voilà. Mais t'es abonné Ok. à, c'est ça, t'es Bah abonné oui. à. Je sais, Ouais, ça résume je assez suis bien. contraint quand même de Ah lire oui, c'est tout vrai. ce que tu écris. Ah. Bon, ok. Ok, bon bah Moi, si tu merci, veux, je peux juste merci mettre un mot Mathieu. sur les altcoins, si tu veux. Après, c'est comme tu veux. Ah bah moi je veux savoir quand est-ce que ça va monter de manière significative parce qu'on voit monter le Bitcoin et derrière le reste se fait attendre. Mais Alors, c'est toujours comme ça. Il y a toujours Bitcoin d'abord et après le reste. Bitcoin n'a pas fait encore son parabolique. Mais il faut comparer quand même 2020, 2020, 21 et 2017-18 où tu as eu les précédents bull run des altcoins, où tu avais des altcoins qui, enfin, il n'y avait rien, hein, on spéculait sur du vide, hmm, d'accord? Là, maintenant, tu achètes quand même des choses qui font de la qualité. Et tu as des choses, ces dernières années, tu as pu acheter des choses à des prix extrêmement attractifs qui ont fait mieux que le Bitcoin ou comme le Bitcoin, mais pour certains mieux que le Bitcoin, d'accord? Et qui ont une vraie valeur économique, quantifiable, etc. Moi, il y a quelques années, on a acheté un token, il n'est plus dans les cours d'achat, donc je peux en parler, qui s'appelle le Gate Token, qui est lié à une plateforme singapourienne, enfin sino-singapourienne, qui s'appelle Gates.io. On l'a acheté, je crois, ça valait 4 dollars, un truc comme ça, et ça vaut 20 dollars maintenant. Voilà. Et derrière, tous les mois, ils rachètent une partie de leur token parce que voilà, tu as une économie, ouais. X% du revenu de l'exchange va dans le rachat du token. Tous les mois, tu as au droit à des tokens gratuits, donc tu vas les récupérer pour les convertir dans du gate token et avoir un effet boule de neige. Et là, les derniers mois, j'ai pris quasiment 10% de mes gate tokens en cadeau, tu vois. Enfin, cadeau, rendement, vous exprimez comme vous voulez. Hmm, Mais voilà. Et derrière, tu en as plein d'autres. Tu vas prendre du Maker qui est en train de se rebrand en Sky, ça rapporte de l'argent. Tu vas prendre du l'Uniswap, ça rapporte de l'argent. Voilà. Et on est sur des protocoles qui maintenant génèrent des revenus. C'est pas que des idées, d'accord? Voilà. Et encore une fois, toujours la même chose. En 2018-2020, pour prendre l'exemple dans les layers 1, la norme dans les layers 1 hors Bitcoin, c'était une inflation moyenne supérieure à 6% par an. C'était la norme dans les layers de niveau 1. Donc, layer de niveau 1, c'est Solana, hmm. Ethereum, Cosmos, Kaspa et compagnie. D'accord? On ne parle pas des layers de niveau 2 qui sont un Hmm. univers encore différent. Cette année, dans les layers de niveau 1, l'inflation moyenne du top 100, donc des layers de niveau 1 qui sont dans le top 100 CoinMarketCap, ça va être inférieur à 3%. Voilà. Et tu as des layers qui sont en tout petite inflation et qui ont peu de chances d'être en grosse inflation, comme par exemple Ethereum, qui est en inflation de 0,5, 0,8 cette année, mais l'année dernière, ça a fait déflation, ça dépend de l'utilisation que tu as du réseau, etc. Mais en tout cas, si tu compares à des masses monétaires, dollars, etc., ça n'a rien à voir sur temps très très long. T'auras jamais, enfin c'est impossible dans la structure politique actuelle, macroéconomique Et actuelle, de viser 0,8, 0,9 d'inflation monétaire aux États-Unis sur 100 ans en moyenne par an. Tu auras forcément plus. Alors que sur Ethereum, même sans explosion de l'utilisation du réseau, mais juste en étant intelligent et en continuant comme ça, tu auras quelque chose qui sera comme ça. ok, parfait, merci Arthur. Bah on va passer à MC. Ouais.
MC, alors ouais, donc du coup, du côté des États-Unis. Alors, que disent nos correspondants? Alors, globalement, ce qu'on constate, c'est que, on avait vraiment vu un vrai enthousiasme suite à l'élection de Trump et ils étaient tous très, très optimistes. Et finalement, aujourd'hui, ils sont un petit peu plus prudents dans leurs analyses, un petit peu plus dans la mesure, on va dire. Mais ils restent assez optimistes quand même, puisqu'il y a quand même beaucoup d'opportunités qu'ils ont identifiées. Donc, dans ce contexte, on a Jim Rickards, qui, un peu comme Philippe Arthur, voit dans l'or la seule couverture sérieuse contre le risque de crise monétaire globale, la perte de confiance dans le dollar, etc. Donc, il recommande de réduire son exposition aux actions, surtout les actions risquées, pour revenir sur des positions défensives comme l'or physique et les producteurs d'or et d'argent, comme vous l'avez aussi souligné. Il surveille donc également les actions de la défense et de l'aérospatiale. Donc, il voit un peu les conflits actuels et les menaces modernes comme les drones ou les missiles hypersoniques comme un déclencheur d'un cycle de réarmement massif, notamment aux États-Unis. Donc, il estime que le matériel n'est pas assez moderne pour y faire face. Donc, ça va pousser un petit peu les investissements dans le secteur et que ça pourra bénéficier à certaines valeurs de la défense. Il anticipe également une reprise globale des flux pétroliers. Donc, il explique que la faiblesse du dollar, elle va renforcer les flux pétroliers mondiaux. On a perdu MC. Ah, On t'a, on t'a récupéré MC. je sais plus où vous en étiez du coup. Alors, on en était à, tu Les disais drones, que les etc. investissements dans l'armement, voilà, et que D'accord. l'armement, une partie de l'armement américain était obsolète, qu'il fallait le renouveler. Ouais, donc en gros c'est ça. Comme ils sont pas assez, enfin ils sont pas assez modernes, il va falloir investir massivement dans l'armement pour faire face à ces armes plus modernes comme les drones, etc. Donc Ricard, il anticipe aussi une reprise globale des flux pétroliers. Donc, il explique que la faiblesse du dollar, elle va renforcer les flux pétroliers mondiaux et stimuler les exportations de pétrole et renchérir donc les prix en devises locales. Donc cette dynamique, il explique que ça va vraiment renforcer les acteurs du secteur et que le pétrole va redevenir une arme géopolitique au même titre que le dollar ou que les armes, notamment pour les BRICS. Donc en parlant de BRICS, Ricard, il rejette finalement un petit peu l'idée d'avoir une vraie monnaie commune adossée à l'or pour les BRICS, parce qu'ils sont beaucoup trop disparates et que leurs économies sont trop différentes, qu'ils n'ont pas les mêmes visions, on va dire, du monde. En revanche, il insiste quand même sur le fait qu'ils ont un objectif qui est réaliste et qui est déjà en cours, qui est donc la mise en place d'un système monétaire parallèle au dollar, reposant quand même sur des réserves massives en or, une banque de développement commune, un système de paiement alternatif et une dédollarisation progressive du commerce entre les pays des BRICS. Voilà, donc pour rester dans la thématique des alternatives au système monétaire officiel, on a bien sûr donc les crypto-monnaies que James Altucher cette fois ne considère plus comme un terrain de spéculation, mais vraiment comme un levier de pouvoir politique avec Trump. Donc il explique vraiment que les crypto-monnaies, elles servent les objectifs politiques de Trump, donc c'est-à-dire contourner un peu les institutions, soutenir l'innovation locale et affirmer un pouvoir symbolique qui est donc hors système. Donc Trump, il incarne un peu cette souveraineté parallèle à travers les actifs numériques. Donc tout ça va vraiment bénéficier aux crypto-monnaies normalement en général. Donc je pense que vous êtes d'accord, Mathieu et Arthur. Et James, il anticipe, tout comme Philippe, un retour imminent de la planche à billets aux États-Unis. Donc ça va impliquer une forte liquidité sur les marchés, donc une explosion des microcaps qui sont souvent ignorés par les grands investisseurs, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. Donc ça, c'est un secteur qui intéresse particulièrement Ray Blanco, qui lui donc est très focus sur les valeurs de l'IA et de la santé. Donc par rapport à la santé, on sait que Trump est plutôt dans une logique de dérégulation de l'innovation. Donc on peut s'attendre à voir une réduction des contraintes réglementaires de la FDA, moins de pression politique sur les prix des médicaments et donc aussi un climat propice aux fusions-acquisitions dans le secteur des biotech. Et Ray Blanco, il insiste vraiment sur le fait que sous Trump, les États-Unis cherchent à reprendre le leadership technologique mondial, notamment via l'IA appliquée à la santé. Donc l'alliance IA et santé, ça va vraiment devenir un pilier stratégique pour Trump, qui voit vraiment ça comme un avantage stratégique face à la Chine. Toujours le secteur de la santé qui intéresse notre expert, cette fois Mark Lichtenfeld. Donc non pas via les actions, mais plutôt via les obligations à haut rendement. Donc lui, vraiment, il privilégie les actifs défensifs capables de générer un revenu stable et prévisible tout en offrant un profil de risque maîtrisé. Et pour terminer, donc toujours Marc qui conseille à ses lecteurs de favoriser les actions à dividendes de qualité.
Donc là, il explique que le contexte est particulièrement propice aux dividendes parce que les valorisations sont assez basses, les rendements sont élevés, donc supérieurs à la moyenne historique, et le contexte, dans ce contexte, les investisseurs cherchent plus de stabilité, voilà, à cause de l'incertitude. Voilà pour les experts américains. Je pense qu'on a Ok. fait le tour. Ce serait bien qu'on teste, qu'on écrive à l'occasion un article sur des biotech, que ce soit dans la Bourse au quotidien ou la Chronique Agora, Mm. pour voir si ça intéresse nos lecteurs, parce que c'est vrai que c'est une thématique qu'on a laissée de côté depuis pas mal de temps. Et là, j'ai l'impression que pas mal de feux sont au vert, et ça peut être considéré comme, Bah, comme t'as eu aussi. l'opération de Sanofi, là, surtout. Ouais, ouais, et puis c'est aussi un secteur défensif, quoi. Donc, bon. Voilà. Et alors, ouais, bah, plus, enfin. Bon, bah, la biotech, sans Ah non, non, revenu, je non, pense. non, 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 mais je Non, parle mais pas, ouais, je parle pas de la la pharma, biotech. quoi. Ouais, je parle pas de la biotech française qui fait zéro euro de CA et qui fait une augmentation de capital tous les 6 mois. Non, tu parles de la Ouais, pharma pharma, suisse, ouais. Rolls-Royce, Roche. Non, 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 mais mais oui, après, il y t'as a des choses quelques, pas non, chères, mais, hein. non, mais après, il y a quelques biotech qui sont très intéressantes, carrées dans son portefeuille et qui sont déjà en phase 3, tu vois, déjà dans un stade bien avancé. On n'est pas Ouais, sur les mais 2-3 dossiers de la côte française. Donc, faut juste qu'effectivement, bon, bah, t'aies un risque qui soit pas trop élevé, quoi, hein. Faut pas après, que t'aies une chance sur deux de perdre ta mise. Mm. en santé, tu as eu des choses vraiment intéressantes. Moi, j'ai pas osé, hein, puis j'avais déjà trop de valeur, donc c'était compliqué. Mais dans Crème de la Crème, moi, j'ai fait émerger du Novo Nordisk, là, sur les points bas, je payais 12 fois de V sur EBIT. Pour une boîte qui continue à avoir une croissance de 20%, etc., c'était pas mal, hein. Tu as du Pfizer, tu es à 8% de rendement par an. Ça commence à être élevé pour une des plus belles. Alors, tu as de la dette, hein, etc. Mais dans la pharma, euh, même pas la biotech, fin de phase 3, etc., mais vraiment la pharma de grosse taille, tu as des boîtes qui sont à des niveaux de prix qui sont vraiment attractifs, hein. Ok. Alors, M- moi, merci. pour me faire acheter du Pfizer, il faudra qu'on passe sur mon On, cadavre vacciné 18 fois. C'est le on va, Covid, ça. on va piquer, on va piquer Ouais, des mais moi, sous à tu sais, il y on a va, qu'une seule chose qui compte, on, le on pognon. va, on va, on va payer Philippe en action Pfizer. Il sera content. Merci beaucoup, MC. Au niveau des lecteurs, je sais pas dans l'équipe édito si vous voyez des questions ou des thématiques remontées au niveau de la rédaction, ou peut-être Mourad, Clément, si vous aviez des questions à poser sur une thématique en particulier. Sinon, je vais faire la synthèse de cet échange rapidement, et puis vous recevrez un compte-rendu à l'écrit dans la foulée. Donc, J'ai une question un peu de fond sur le retour de la planche à billets parce qu'il y a un consensus autour de ça. En tout cas, c'est ce qui sort de vos analyses. Mais quelles seraient les conséquences de ça sur l'économie réelle? Parce qu'on a parlé à un moment de stagflation. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez? Alors, Vas-y. alors, c'est un scénario la japonaise que tu annonces, voilà. Est-ce que ça peut se passer si tu mets beaucoup de liquidités pendant très longtemps, même si moi je suis pas tenant de l'école ricardienne qui te dirait que parce que tu mets X de liquidité, tu vas avoir Y d'inflation. J'ai entendu ça toute ma vie en master, on m'a cassé les pieds. Moi, j'ai fait tout mon sujet sur le fait que c'était pas si simple que ça et qu'il fallait arrêter avec ces équations qui étaient fausses. Mais il est clair que si tu mets trop et si tu n'as aucune autre opportunité pour ta liquidité que d'acheter des actifs et de monter le prix des actifs, et bah à la fin, tu arrives à l'économie communiste, mais pas avec le même chemin que ce qu'a fait l'URSS, mais plus ou moins avec la même finalité. C'est ce que tu as au Japon à l'heure actuelle. C'est-à-dire le gouvernement japonais, comme te le dit Philippe, plus personne ne sait quoi faire au Japon. Tu as 200% de dette sur PIB. S'ils font venir des étrangers, bah, il y a un problème d'équilibre culturel et socio-culturel qui est compliqué, que tu vois un petit peu en Europe avec les votes à l'extrême, que tu as vu par exemple en Pologne récemment, etc. Si ils essayent de baisser les coûts, ben, le problème c'est qu'il faut qu'ils virent des fonctionnaires qui baissent des coûts, etc. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. En fait, la seule solution quand tu as une dette qui est aussi importante, c'est soit tu as une inflation assez forte pour tout le monde, d'accord, dans tous les pays, soit tu as une montée en puissance
du PIB mondial parce que tu vas re-rentrer dans un cycle d'expansion du PIB violente et qui va être un cycle non lié à un pays, mais un cycle général. Moi, c'est ma thèse parce que je suis optimiste et parce que je suis jeune. Et ma thèse, c'est que ça va t'arriver parce qu'en gros, ça t'arrive quand tu as des innovations de rupture et quand l'humanité est capable d'aller explorer des nouveaux horizons. Et pour moi, l'enchaînement que tu as, c'est l'arrivée de la robotique et de l'intelligence artificielle qui débloque une possibilité effectivement de produire sans forcément avoir besoin d'un nombre d'humains qui augmente, etc. Et d'être extrêmement, enfin, d'avoir une hausse massive de la productivité. Et en plus, dans les années à venir, alors c'est plus pour la fin de ma vie, etc., je pense qu'on aura l'exploitation spatiale. Et donc le terrain de jeu, il devient beaucoup plus large parce qu'il est plus large que ta planète. Et pour faire ces deux choses-là, de toute façon, il va te falloir énormément de capital. Donc si tu veux faire ta transition écologique, tes innovations, etc., il va falloir inonder et c'est un peu qui tout double. C'est, t'es le pompier, il y a l'incendie, tu mets toutes les casernes, tous les canadaires, etc., et tu te dis ça passe ou ça casse. Et si ça casse, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est mon avis. On n'a rien compris à la réponse. Non, 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 je plaisante. Donc oui, donc Arthur, enfin, la question de Mourad, c'est ouais, enfin, est-ce que le résultat sera de l'inflation? On parle quand même d'États qui sont peu vertueux au niveau de leurs dépenses. Concrètement, Alors, L'inf- les droits de douane vont ouais. amputer le commerce mondial, vont freiner les échanges. Alors, si c'était des droits de douane doublés de 2,5 à 5%, on s'en accommoderait. On sait que ça sera pas moins de 10, parce que 10, on comprend que c'est la limite basse fixée par Trump pour les pays les plus coopératifs, les plus, euh, les amicaux avec les États-Unis, donc les plus soumis. Donc, s'ils nous soumettent, c'est évidemment pas pour notre bien non plus. Donc, des droits de douane quadruplés. Alors tout ça, ça veut dire que la croissance mondiale va ralentir. Une croissance mondiale qui ralentit, alors que le principal de la dette n'a cessé de croître et d'atteindre même des records, puisque la France est à 5,8 de ratio dette sur PIB, le Japon 6, 6,10 et les États-Unis probablement 7. Voilà. Donc là, c'est la meilleure recette pour la banqueroute et effectivement le krach obligataire, c'est que d'un seul coup, il n'y a plus assez de flux, plus assez de croissance mondiale pour rembourser même pas les intérêts de la dette, mais même pour payer le principal. Donc ça, c'est vraiment le grand danger. Tout le monde le connaît. Donc la solution sera évidemment la planche à billets. La planche à billets, on sait tous ce que ça veut dire. À terme, c'est de l'inflation et évidemment, ça veut dire la hausse des matières premières en général, d'où mon appétence pour un BHP Billiton, mais ça peut être Rio Tinto, ou même j'ai cité Eramet, hein, bien sûr les métaux précieux. Alors en ce qui concerne une autre version, comment on réduit les déficits? Bon, alors pas en baissant les impôts comme fait Trump, hein, naturellement. On peut essayer de faire des économies sur les frais de fonctionnement. Alors je voulais juste vous rappeler que de 2023 à 2024, c'est-à-dire lorsque pas Biden, c'était pas lui, hein, c'était les gens qui étaient en coulisses, ont commencé à lancer la campagne électorale pour créer de l'emploi et donner une illusion de croissance aux États-Unis. Il y a eu des embauches massives de personnels médicaux et sociaux. Et j'ai découvert le chiffre récemment, mais j'ai dû le relire deux fois et aller vérifier. Sur 3,9 millions d'emplois qui ont été créés en 2023 et 2024, 1,8 million d'emplois, ce sont des fonctionnaires, des services sociaux, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Biden, l'administration démocrate, a acheté quelque part la croissance, a acheté des voix en créant des centaines de milliers de postes dans les services sociaux, les ONG qui ont été arrosées comme elles n'ont jamais été arrosées, les organismes caritatifs. Bref, ça a été une distribution de pognon absolument phénoménale.
Et c'est pourquoi on arrivait à des 300 milliards d'augmentation de la dette par mois avant l'élection de Trump. C'est-à-dire que l'administration démocrate a distribué du pognon, installé des gens à des postes, et aujourd'hui on sait qu'ils ne servent à rien, que les coûts de la santé ont explosé sans que ça soit plus efficace. Et si aujourd'hui Trump et les données hein, qui ont été extraites grâce au Doge ont décidé de couper dans les dépenses de santé, on mettrait des centaines de milliers de personnes au chômage, ce qui serait absolument socialement explosif. Donc entre l'explosion sociale et la planche à billets, je vous laisse deviner encore de quel côté la balance va pencher. Ok, très clair. Messieurs, enfin, comme on rentre dans une, dans une période avec pas mal d'interrogations et puis l'été arrive à grands pas, est-ce que ça vous dérange qu'on publie cet entretien sur notre chaîne YouTube pour voir un petit peu, enfin, pour que nos abonnés puissent voir, voilà, ce dont on discute durant nos échanges lors de ces réunions. Moi, Ok non. pour tout le monde? Bon, bah voilà, bah, personne n'a dit non, donc c'est parfait. Il y avait pas trop de reflets dans les lunettes. Non, non, mais c'est pas grave. Donc, parfait. Alors, pour résumer, Mathieu, stop serré. Donc, stop serré et tu es particulièrement optimiste sur les métaux précieux avec un focus particulier sur l'argent. Tu vas également profiter des derniers jours à travers lesquels on peut jouer la thématique des dividendes avec une appétence particulière pour les petites et moyennes valeurs sur le marché français. En ce qui concerne Arthur, donc toujours optimiste pour les altcoins, c'est un marché qui arrive à maturité. En ce qui concerne Étienne, marché émergent et jouer éventuellement des obligations US avec une maturité, enfin avec la maturité la plus courte possible et profiter aussi d'un euro fort pour éventuellement acheter à bon compte des actions de qualité à l'étranger. En ce qui concerne Philippe, peut-être regarder du côté de l'énergie. Donc on a ce qu'il faut normalement dans les portefeuilles d'Étienne. Et tu es également optimiste sur les métaux précieux, donc or et argent, et pourquoi pas, et oui, et les minières, mais il faut être sélectif sur les minières. Arthur, toi aussi, tu es optimiste sur les minières, mais tu privilégies les zones géographiques dans lesquelles on serait amené à ne pas nous faire confisquer nos biens. Euh, MC, pour les analystes américains, après une période d'euphorie, cocorico, suite à l'élection de Trump, les analystes tempèrent. Ils jouent la thématique des dividendes. Et ils sont également optimistes sur les métaux précieux. Et James Altucher met en avant le fait que l'écosystème crypto est de plus en plus mature. Ce que tu disais, Arthur, il y a plusieurs années, tu disais, voilà, sur les crypto-actifs, plus on avancera dans le temps et moins il y aura de volatilité, mais c'est normal que ce soit volatile puisque voilà, c'est une toute nouvelle thématique d'investissement. Enfin, sur laquelle il y a pas mal d'incertitudes. Aussi, même si tu disais que Trump allait visiblement continuer sa politique pro-crypto, qui s'affranchit du système voilà, sur différentes thématiques. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, vous avez aussi un consensus sur le fait que en cas de problème sur les marchés, que ce soit tension sur l'obligataire ou sur les marchés actions ou difficultés dans des banques, le retour de la planche à billets reviendra. Ouais. Parce Hmm. que moi, sur cette thématique-là, moi, je pense plus que si ça revient, ce sera postérieur à un problème. Ouais. D'accord, ouais, mais ça a toujours été C'est, comme ça. Il y a un problème, il y a un stress. Là, le c'est, politique commence à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? c'est parce que Ça on sait que baisse. Hmm. ouais, enfin, le côté lutte contre l'inflation et tout, je pense qu'ils sont conscients que s'ils relancent la planche à billets, ça, enfin, c'est le chat qui se mord la queue, on va dire, et je pense ils vont pas le faire sans raison, enfin, voilà, sans grosse raison, et pour le coup, pour moi, en tout cas, ça viendrait après un problème. Alors, l'avenir nous dira s'il y a des problèmes, mais voilà.
Ok, bah écoutez, je vous remercie, messieurs, et je vous enverrai un résumé par écrit en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci, salut tout le monde. Ciao, ciao. Si cette discussion vous a intéressé, sachez que nos experts ont identifié 5 valeurs méconnues mais très prometteuses pour votre PEA. On vous explique tout dans un rapport gratuit à télécharger. Le lien est juste en description.